Et surtout de leur prise en charge diagnostique et thérapeutique dans les 4 premières heures. Donc voici mes liens d'intérêt. Alors, si on parle communautaire, on va donc parler d'une pneumopathie acquise en milieu extra-hospitalier ou dans les 48 heures d'une hospitalisation, et par définition, une infection qui ne va pas répondre aux critères d'infection liés aux soins. Finalement, c'est quand même une infection assez fréquente puisque on dénombre 400 à 600 000 cas par an en France. Et on verra que le diagnostic est parfois difficile pour des infections qui sont potentiellement graves et qui vont survenir principalement chez des sujets qui vont avoir des comorbidités ou être âgés. On verra que l'orientation du patient est fondamentale et bien sûr, on rappellera les recommandations d'antibiothérapie probabiliste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans les 4 premières heures? Finalement, pas mal de choses. Et puis, c'est pas forcément hiérarchisé en ordre de priorité. Alors, c'est sûr que par contre, la priorité, c'est de faire le diagnostic, bien sûr, avec un faisceau d'arguments cliniques, on le verra, en s'aidant de l'imagerie. Il va falloir évaluer la sévérité pour mieux orienter notre patient, faire une enquête microbiologique pour essayer de documenter au maximum cette infection respiratoire basse et initier cette antibiothérapie. Alors finalement, si on reprend une phrase qu'on retrouve dans les recommandations ATS, IDSA, toutes les décisions, qu'elles soient diagnostiques ou thérapeutiques pour la prise en charge des pneumopathies aiguës communautaires, vont résider dans l'évaluation clinique initiale. Alors le diagnostic clinique, pour démarrer, il est finalement assez difficile parce que au mieux on a un faisceau d'arguments cliniques avec une fièvre ou un syndrome de réponse inflammatoire systémique. On a des symptômes des voies aériennes basses, une toux, expectoration, dyspnée, douleur latérothoracique, des anomalies auscultatoires, des crépitants, une matité. Et puis, on va aussi s'attacher à rechercher des signes extra-respiratoires, plus pour l'enquête étiologique, bien sûr, que pour le diagnostic en lui-même. Et puis, parfois, on n'a pas du tout tous ces signes-là, particulièrement chez les sujets âgés, avec parfois une simple confusion ou une décompensation d'une pathologie sous-jacente. Et chez ces patients-là, particulièrement, ça va conduire à un retard dans l'initiation de l'antibiothérapie et une mortalité qui, on va le voir, va être tout à fait conditionnée par ce délai d'instauration de l'antibiothérapie. Alors, sur le versant clinique, on a vu. Sur le versant radiologique, finalement, on a dans notre culture de pneumologue la radiographie de thorax très facile. Qu'est-ce qu'on va voir sur cette radiographie de thorax? Finalement, des lésions assez diverses et variées qui vont aller d'opacité alvéolaire segmentaire qui vont réaliser la PFLA comme ce qu'on voit sur cette radio, mais on peut aussi avoir des opacités alvéolaires multiples en mode de distribution péribronchique jusqu'à des opacités interstitielles qui peuvent être localisées ou diffuses. Mais finalement, ça c'est le cas parfait, comme le cas de la présentation clinique de tout à l'heure. Mais en vrai, on va aussi avoir des présentations radiologiques qui vont être un peu douteuses, avec des radios où on va trouver qu'il y a un petit infiltrat, mais on n'est pas bien sûr qu'on puisse poser le diagnostic de pneumopathie communautaire sur cette seule radio. Alors, je voulais vous parler d'une étude française, multicentrique, prospective, qui s'est tenue dans des services d'urgence de 2011 à 2013, afin d'évaluer l'impact du scanner thoracique précoce dans le diagnostic de pneumopathie aiguë communautaire. 319 patients ont été inclus dans cette étude, avec un âge moyen de 64,7 ans. Ils étaient inclus s'ils avaient une suspicion clinique de pneumopathie aiguë communautaire, avec une radiographie de thorax qui avait été réalisée. Et les urgentistes estimaient la probabilité de pneumopathie aiguë communautaire sur le critère clinique et sur le critère radiologique, comme certaines, probables, possibles ou exclues, avant le scanner et après le scanner. Et finalement, on va le revoir un petit peu en détail, mais ce qui est très intéressant, c'est que après le scanner, on avait une modification de la probabilité de PAC pour 100 patients, donc quasiment pour un tiers des patients. Et cela se traduisait par un changement d'antibiotique ou d'orientation du patient pour 194 patients, donc quasiment 2 tiers. Alors si on regarde en détail, on voit que finalement, avant le scanner, on a donc les pneumopathies aiguës communautaires certaines, 143 patients, 44,9%.
on a cette case de pneumopathie aiguë communautaire possible ou probable qui est finalement assez fournie, 37% et 17%, et finalement assez peu de PAC exclus. Après le scanner, les choses s'améliorent et finalement c'est cette catégorie qui se disperse dans les différentes catégories de certaines et exclues. Alors bien sûr, il y avait un comité d'adjudication dans cette étude fait d'experts de la pneumopathie aiguë communautaire et donc finalement leurs résultats sont pas très différents de l'avis des urgentistes après le scanner. Et puis il y avait un comité d'adjudication à J28, c'est-à-dire en tenant compte de l'évolution clinique des malades. Et donc finalement, on avait assez peu de patients qui restaient dans ces cases probables possibles, d'où l'intérêt pour certaines situations du scanner thoracique réalisé en phase précoce, et je pense particulièrement à la population des sujets âgés ou vieillissants. Alors voilà pour le diagnostic. Maintenant, il va falloir évaluer la sévérité pour mieux orienter le patient. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, en fait, il a été démontré, je vous ai pas montré en détail les études parce qu'en fait, elles sont assez nombreuses et on va pas avoir trop le temps, mais très clairement, la mortalité à J28 est plus importante si le patient est admis en soins intensifs dans les 3 jours qui suivent le diagnostic versus le jour même s'il a des critères de surveillance en soins intensifs, c'est 23% versus 11% dans une étude publiée dans Critical Care Medicine en 2009. Alors pour nous aider à orienter au mieux ces patients, on a des scores qui ont été validés dans des buts différents, parfois pour valider une prise en charge ambulatoire, parfois pour valider une hospitalisation ou pour alerter le clinicien sur une probabilité de mortalité importante qui doit conduire à une surveillance en soins intensifs. Ces scores, ils vont plus ou moins tenir compte des comorbidités et finalement, comme le rappellent très bien les recommandations SPLF, SPILF et AFSAPS 2006, finalement, aucun score n'est considéré comme assez robuste pour guider avec fiabilité l'orientation clinique. Et donc, il va falloir quand même céder des scores, mais avoir votre jugement clinique et votre expérience pour orienter le patient, en sachant que ces scores sont pas toujours extrêmement faciles à utiliser en pratique clinique. Alors, quels sont-ils? Donc, voilà une revue de la littérature parue en 2012. Il y a le PSI que vous connaissez, c'est le score de Fine, qui donc va tenir compte de l'âge, du sexe, des comorbidités, de la confusion. Il y a le CURB et le CRB65, les plus connus, l'ATS, et le SmartCop, le REA-ICU. Et vous voyez que finalement, les critères considérés vont être assez variables selon ces scores. Si on regarde juste l'âge, on a finalement le PSI, le CURB qui le prend en compte, le SCAP et le REA-ICU. Et pour les comorbidités, on a finalement que 2 scores qui les prennent en compte. Le score de Fine, je ne vais pas m'attarder, vous le connaissez. On a les facteurs démographiques, les comorbidités, les données de l'examen physique, les données de l'examen radiologique ou biologique. On fait la somme. On arrive du coup à classer nos patients de la classe 1 à la classe 5 avec des probabilités de mortalité. Il est recommandé d'hospitaliser un patient s'il a un score de Fine ou un PSI supérieur à 3. Pour le score ATS-IDSA 2007, donc on a finalement des critères majeurs qui suffisent à une hospitalisation en réanimation, et finalement c'est plus les critères mineurs qui sont discutés. Donc vous voyez que la fréquence respiratoire est toujours au centre de ces critères, c'est vraiment un marqueur important. L'infiltration aussi multilobaire, l'existence d'une confusion, et puis dans une étude récente, il a été montré que finalement le poids de la leucopénie, de la thrombocytopénie et de l'hypothermie n'était pas franchement très important, et que peut-être on pouvait se permettre de simplifier ce score. En tout cas, sur ce score-là, si on a 3 critères mineurs, ça indique une particulière gravité et donc ça prédit la nécessité d'admission en soins intensifs. Et puis, on a peut-être celui que vous connaissez également, le CRB65, qui prend en compte 4 paramètres, la confusion, la fréquence respiratoire toujours, la tension artérielle et l'âge. Ça, c'est finalement un score qui a été développé par la British Thoracic Society. Et en fait, selon le nombre de critères, on va soit faire rentrer le patient chez lui, soit l'hospitaliser en secteur ou en soins intensifs. Ce qui est un peu reproché à ce score, c'est le poids particulièrement important de l'âge à plus de 65 ans, et comme nous l'a rappelé Gaëtan Gavasi sur les pneumopathies du sujet âgé, on peut être en forme à 65 ans comme pas du tout en forme, donc finalement ce critère âge est peut-être un petit peu flou et a beaucoup de poids. Alors maintenant on arrive à l'enquête microbiologique.
Alors bien sûr, elle doit être orientée par le contexte, il faut interroger votre patient. Si on est en saison grippale, on va bien sûr rechercher le virus de la grippe. S'il vous dit qu'il est en contact permanent avec les oiseaux, il faut penser à chlamydia psittaci. Il faut voir les circonstances de survenue, une éventuelle inhalation. Il faut voir si vous avez des manifestations extra-respiratoires, je pense à la légionnelle ou à mycoplasma. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme enquête microbiologique? On va faire des hémocultures. Alors ça va avoir un intérêt principalement dans les PAC potentiellement bactériémiques, c'est-à-dire d'origine pneumococcique ou staphylococcique. Et puis, on va faire des prélèvements respiratoires, si possible de bonne qualité. Il ne faut pas hésiter à s'aider d'un kiné quand on en a la possibilité, bien évidemment. Et puis, je rajouterais ECBC, oui, mais pensez chez le sujet âgé à envoyer des prélèvements pour recherche de mycobactéries, parce qu'il ne faut pas négliger les épidémies de tuberculose, notamment dans les EHPAD. Alors, on va parler antigénurie, légionnelle et pneumocoque. Alors, qu'est-ce que c'est les antigénuries? C'est une recherche d'antigènes solubles urinaires par une technique immunochromatographique qui est finalement assez simple. On a l'antigène pneumocoque qui va s'associer à un anticorps spécifique marqué à l'or colloïdal qui va migrer sur une membrane de nitrocellulose avec une zone test de capture de l'antigène et une zone témoin. Donc finalement, c'est un test qui est très facile, qui est très rapide, ça prend 15 minutes, avec une sensibilité pour le pneumocoque de 66 à 89%, une spécificité de 71 à 94%. Donc c'est quand même pas 200%, mais c'est quand même une technique intéressante. Alors au CHU de Bordeaux, notre administration nous a alertés sur un nombre de demandes important d'antigénurie, pneumocoque et légionnelle en 2012, exactement 3 966 demandes pour le pneumocoque et pour la légionnelle. Donc je vous assure, c'est pas la même ligne sur le bon, pas du tout. Juste, finalement, ça reflète la demande systématiquement simultanée de ces deux antigénuries, qui finalement ont un coût, puisque c'était plus de 200 000 € en 2012, pour 2,7% d'urine positive pour le pneumocoque et 0,2% pour la légionnelle. Alors, on nous a demandé, en commission des anti-infectieux, de nous pencher sur le problème, et donc des groupes de travail ont été constitués. On a considéré que c'est un test, et que donc rapide, facile, etc. On a vu la sensibilité, avec quand même des difficultés d'interprétation, puisqu'on sait par exemple que l'antigénurie pneumocoque peut être positive plusieurs mois après une infection à pneumocoque. Et donc on s'est dit que si on faisait un test, si on demandait ce test qui avait un coût, il fallait qu'une décision thérapeutique en découle. Pour le pneumocoque, il nous a semblé que finalement, il n'était pas raisonnable en situation d'urgence chez un patient qui se présente avec une pneumopathie aiguë communautaire pour qui on va jusqu'à la réalisation d'antigénurie, de ne pas couvrir le pneumocoque. Et que donc, il était licite de privilégier l'hémoculture et le CBC parce que ça n'avait pas d'impact sur la prise en charge thérapeutique. En revanche, quand on réévalue le patient à 48 heures, si on n'a pas de documentation à l'ECBC ou grâce aux hémocultures, là, par contre, l'antigénurie peut être réalisée. Pour la légionnelle, c'est peut-être un petit peu différent puisqu'il y a quand même cette notion de déclaration obligatoire qui est absolument fondamentale. On la recommande en cas de pneumopathie aiguë communautaire avec un contexte qui peut évoquer une légionellose, des signes cliniques, biologiques, une sévérité clinique particulière, donc par exemple pour les patients admis en soins intensifs ou en réanimation, un contexte épidémiologique particulier, les patients sous anti-TNF, on en reparlera, et chez les patients qui arrivent avec un échec d'une première ligne de traitement par bêta-lactamine. Attention, si l'antigénurie est négative et que vous avez une forte présomption clinique, il faut savoir la répéter. Et bien sûr, il faut avoir en tête qu'on ne va détecter que les légionnelles de sérogroupe 1. Alors finalement, quelle rentabilité diagnostique de ces trois outils microbiologiques un peu standards? Bien sûr, je ne suis pas allée dans les détails faute de temps. Je voulais vous montrer cette étude américaine qui visait à mettre à jour l'épidémiologie des PAC hospitalisés en essayant d'être le plus exhaustif possible sur le plan des techniques utilisées. Donc finalement 5 hôpitaux américains, 2010-2012, avec 2320 pneumonies, avec finalement une répartition en termes d'âge où il y avait plus de 60% de moins de 65 ans, des patients qui ont des comorbidités dans plus de 78% des cas et des maladies respiratoires chroniques dans 42% des cas, une prise d'antibiotiques préalable pour 11% des patients et un PSI supérieur à 3 pour 40% des patients.
Alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, un fait marquant, c'est que finalement, dans 62% des cas, malgré l'enquête assez exhaustive, on a 62% de PAC qui ne sont pas documentés. Alors finalement, pourquoi? Est-ce que c'est à cause de l'antibiothérapie préalable? Mais finalement, il n'y avait que 11% des patients qui avaient reçu cette antibiothérapie. Est-ce que c'était à cause de la qualité des prélèvements? Peut-être, parce qu'en fait, dans les appendices, on se rend compte que le CBC a été réalisé seulement pour 8% des patients avant la mise sous antibiotiques, et peut-être que ça a joué. En tout cas, sur le plan épidémiologique, c'est les virus qui sortaient en premier, suivi du pneumocoque. En termes de bactéries, on avait le pneumocoque et le Mycoplasma pneumoniae, Staph aureus, Legionella et les entérobactéries, avec du virus seulement pour 22% des PAC documentés et des bactéries seulement pour 11%. Alors du coup, bien sûr, ça nous amène à espérer de nouvelles techniques un petit peu plus sensibles pour essayer de documenter ces pneumopathies aiguës communautaires. Un article publié dans CID cette année nous montre l'intérêt d'une PCR qui va tester 26 pathogènes viraux et bactériens, parmi les plus courants, avec une notion de quantification bactérienne qui va être assez importante pour faire le différentiel entre la colonisation oropharyngée et l'atteinte pure des voies aériennes basses. Donc finalement, 323 adultes hospitalisés pour PAC ont été inclus, avec un âge médian de 56 ans. Ce qui était assez impressionnant, c'est que 85% d'entre eux avaient reçu une antibiothérapie préalable, 12% étaient admis en réanimation. 323 prélèvements donc, 310 ECBC, 13 aspirations trachéales, un ECBC pour tous les patients, positif pour 39% d'entre eux, ce qui est finalement pas si mal au vu du taux d'antibiothérapie préalable, une PCR positive pour 263 patients, soit 81%, des co-infections bactériennes pour 31%, bactéries-virus 25%. Le virus seul était finalement assez rare dans cette étude. Et ce qu'on voit donc sur les causes bactériennes, avec une quantification à plus de 10 puissance 5 CFU par millilitre, on avait l'hémophilus qui sortait en premier, suivi du streptocoque. Et sur les virus, c'était toujours le rhinovirus qui sortait en premier. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'était cet effet d'une antibiothérapie préalable. Parce que bien sûr, dans les livres, on dit il faut faire des prélèvements avant les antibiotiques, mais quand on reçoit les patients aux urgences, on maîtrise pas du tout ce qui s'est passé avant, et quand même, il est très très fréquent qu'on reçoive des patients qui ont déjà eu plusieurs lignes d'antibiothérapie. Et en tout cas, bien sûr, ça diminue significativement la rentabilité de la culture, qui reste finalement à 32%, mais la PCR reste positive pour 70% des patients, et ça m'a semblé assez intéressant. Bien sûr, la charge bactérienne, quand on quantifie, un petit peu plus bas chez les patients qui ont reçu des antibiotiques versus ceux qui n'en ont pas reçu, mais ça reste quand même une rentabilité intéressante, avec un effet sur la prise en charge du patient, puisqu'on a le résultat en un jour ouvré. Ces résultats ont permis une désescalade antibiotique pour 70% des patients, une escalade pour 6% et pas de modification seulement pour 17% des patients. Par contre, je ne connais pas du tout le coût de cette technique, bien évidemment. On va arriver à la dernière partie de ce topo, qui va être l'antibiothérapie probabiliste. Alors, je ne vais pas revenir sur les nombreuses études sur le délai d'initiation de l'antibiothérapie. Une qui est quand même assez parlante, c'est l'instauration de l'antibiothérapie dans les 4 premières heures. Ça concerne 13 000 patients, et en fait, on voit très bien que si on prend comme référence les patients qui ont reçu les antibiotiques dans les 4 premières heures, plus on va s'éloigner de ce temps-là, donc là c'est 4-8 heures, 8-12 heures ou plus de 12 heures, et plus la mortalité à 30 jours va augmenter. Ça, c'est une étude anglaise sur 13 000 patients. Donc très clairement, il va falloir initier l'antibiothérapie le plus précocement possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la procalcitonine? Ça, c'est quand même un intérêt très très controversé. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'en fait, il faudrait plusieurs topos pour en discuter. En tout cas, il y a plusieurs publications sur son intérêt potentiel sur l'initiation d'une antibiothérapie dans les infections des voies aériennes basses, c'est-à-dire bronchite, exacerbation de BPCO, pneumopathie aiguë communautaire, chez des patients vierges de tout antibiotique, et notamment une étude suisse parue dans le JAMA en 2009. À Bordeaux, en commission des anti-infectieux, on a dit que la PCT n'était que une aide à la clinique, et que, en tout cas, si on avait une PCT supérieure à 0,25, il était très conseillé de mettre des antibiotiques.
quand c'est inférieur à 0,25, ça peut se discuter compte tenu de la forte prévalence, vous l'avez vu, des virus dans les étiologies des PAC. En tout cas, c'est un algorithme qui n'est absolument pas validé chez les patients nécessitant des soins intensifs, chez des patients avec des grosses comorbidités, chez des patients neutropéniques, immunodéprimés, sous antibiotiques, en cas d'abcès pulmonaire ou suspect de tuberculose, finalement pour un grand nombre de patients. Et puis, on va donc initier l'antibiothérapie. Comme d'habitude, il faut tenir compte du pari microbiologique qu'on a fait, des caractéristiques de l'hôte, s'il a eu une insuffisance rénale, une allergie, et des propriétés de l'antibiotique qu'on va donner, son spectre, sa diffusion pulmonaire, son éventuelle toxicité. Alors, l'antibiothérapie probabiliste doit couvrir le pneumocoque, sauf un tableau clinique chez un sujet jeune qui n'est pas grave, très évocateur de pneumopathie à germe atypique. Je vous donne juste quelques éléments du CNR pneumocoque sur les données de résistance des pneumocoques. Donc 22% étaient résistants à la pénicilline en 2014, donc finalement une tendance à la diminution, mais visiblement là c'est amené à stagner, et une résistance également aux macrolides pour 23% des souches d'infections invasives à pneumocoque. J'attire votre attention sur la particularité des pneumopathies aiguës communautaires post-grippales avec des surinfections bactériennes qui sont fréquentes à pneumocoque, staph, hémophilus et les streptocoques du groupe A. Il faut penser dans ces contextes au staph sécréteur de leucocidine de Penton-Valentine, on va en reparler, et qui n'est pas forcément l'apanage du Staph aureus meti-R. On peut aussi avoir du Staph aureus meti-S, comme je vous le montre là sur les données du CNR Staphylocoque 2014. Les pneumopathies communautaires sévères sécréteurs de leucocidine de Penton-Valentine, pour 75%, c'était du Staph aureus meti-S. Et qu'est-ce que ça donne, ces pneumopathies aiguës communautaires sécréteurs de leucocidine de Penton-Valentine? Ça donne des pneumopathies qui sont absolument gravissimes chez des sujets préalablement sains, des pneumopathies qui vont être nécrosantes, multilobaires, avec des nodules excavés, chez des patients qui vont être très mal, très vite, liés à cette toxine. Alors, je vous ai parlé d'anti-TNF et légionellose. Juste un mot pour vous dire que tout ça repose sur Ratio, qui est un observatoire français des patients traités par anti-TNF alpha, où on déclarait des infections opportunistes. Finalement, dans cet observatoire, il y a eu 27 cas de légionellose, et une étude cas témoin a montré une incidence particulièrement importante de légionellose chez ces patients, et particulièrement chez des patients traités par anticorps monoclonaux versus récepteurs solubles. Donc pensez-y, chez des patients sous anti-TNF, ils sont maintenant de plus en plus nombreux. L'antibiothérapie probabiliste, vous connaissez ces recommandations qui ont été actualisées en 2010, SPLF, SPILF et AFSAPS. L'antibiothérapie des pneumopathies aiguës communautaires de l'adulte en ambulatoire sans signe de gravité va reposer sur l'amoxicilline pour couvrir le pneumocoque, avec, ce qui est très important, une réévaluation systématique à 48 heures. Attention, s'il y a eu une utilisation de fluoroquinolone dans les 3 mois, il peut y avoir des résistances acquises, et donc ces fluoroquinolones sont contre-indiqués. Attention aux fluoroquinolones chez des sujets âgés sous corticothérapie, on a un risque de tendinopathie particulièrement important. Chez des patients qui vont avoir des comorbidités, c'est l'amoxicilline acide clavulanique qui va être choisie. Dans les pneumopathies aiguës communautaires hospitalisées, c'est toujours le pneumocoque qui va être utilisé, toujours l'amoxicilline acide clavulanique chez les patients âgés avec comorbidité. Pour le contexte grippal, on l'a vu, il faut penser à l'hémophilus, le staph. Donc, c'est l'association amoxicilline acide clavulanique qui va être préférée. Pour les pneumopathies aiguës communautaires graves, donc soins intensifs ou réanimation chez un sujet jeune, c'est C3G, macrolide ou fluoroquinolone. Attention, pensez bien aux patients qui ont potentiellement des facteurs de risque de Pseudomonas aeruginosa, donc chez des patients qui ont des pathologies respiratoires chroniques, qui ont une colonisation connue, des bronchectasies. Il va falloir viser le piocyanique en évitant, si possible, la ceftazidime, qui a une activité intrinsèque vis-à-vis du pneumocoque qui est peut-être un petit peu moins bonne que pipetazo ou cefepime. Et si on veut utiliser une carbapénème, bien sûr, il ne faut pas utiliser l'ertapénème qui n'a pas d'activité sur le piocyanique. En cas de contexte grippal, il faut penser donc au staph et au staph sécréteur de leucocidine de Penton-Valentine si on a un tableau gravissime. Et là, utiliser des antibiotiques antitoxiniques, à savoir les glycopeptides, la clindamycine ou le linezolide, bien sûr, en plus d'une C3G couvrant le pneumocoque.
Pour conclure, donc, on a fait le diagnostic de notre pneumopathie aiguë communautaire avec des arguments cliniques, mais attention, la clinique peut être trompeuse, surtout chez les sujets âgés. Avec l'imagerie, mais la radiographie de thorax peut ne pas suffire. Il ne faut pas, je pense, hésiter à faire réaliser un scanner thoracique pour être plus discriminant et prendre en charge son patient de façon plus adaptée, plus rapidement. Il faut évaluer sa sévérité, c'est fondamental. On a vu que ça conditionnait la mortalité. CDD score, bien sûr, mais aussi avoir un jugement clinique et une expérience pour guider cette orientation du patient. Une enquête microbiologique toujours, guidée par le contexte. Le CBC, les hémocultures, ça reste le pivot de cette enquête microbiologique. Les antigénuries, oui, bien sûr, pour documenter, mais peut-être pas en systématique et en première intention. L'apport des nouvelles techniques, on l'attend avec grande impatience. L'antibiothérapie probabiliste, comme je vous l'ai dit, dans les 4 heures. L'intérêt de la PCT, toujours très controversé. Le pneumocoque doit être couvert et bien sûr, il va falloir réévaluer à 48 heures et surtout désescalader dès qu'on va avoir une documentation. Je vous remercie de votre attention.